Bonjour, on reprend donc du coup la suite toujours chez XP et Epitech. Donc le hackathon avance plutôt bien. Les apprenants et les apprenantes sont dans la salle à côté de nous. Ça a bien avancé sur les parties front et back du site internet. Voilà, j'ai pu discuter avec quelques apprenants, quelques apprenantes qui m'ont montré un petit peu ce qu'ils ont fait en back-office, etc. Ça avance bien, c'est plutôt chouette. Pour continuer ce plateau, donc on reçoit un invité surprise, qui est Sébastien, et Sébastien va nous raconter ce qu'il fait donc chez XP School. Eh bien, bonjour et merci d'être avec nous du coup pour ce hackathon. On est ravis de vous accueillir. Je suis Sébastien Lévesque, Kerry de pseudo pour ceux qui me connaissent sous cette casquette, et je suis directeur national XP School. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours qui t'a amené à devenir justement directeur de chez XP School? Oui, alors je vais faire une version un petit peu condensée parce que je commence à avoir quelques années d'e-sport. J'ai commencé l'e-sport en 2009, Ouais. voilà, sur un petit jeu glacial qui s'appelait StarCraft 2. Mhm. Qui m'a conduit en version extrêmement courte à être directeur de tournoi, directeur média, puis directeur général d'une petite structure qui s'appelait OGaming TV, Oui. qui m'a permis de faire X salles de spectacle, Palais des Congrès, Grand Rex, Trianon de Paris, jusqu'à la Hotel Arena en 2017 où avec Riot nous avions coproduit le Summer Split et post au gaming, lorsque j'ai quitté mes fonctions, j'avais une envie de transmission, en fait, de pouvoir préparer les futures générations à aller travailler sur ce secteur. C'est quelque chose que je sentais qui poussait. J'avais tout le temps de la demande, comment on fait pour venir chez vous, chez OGaming, et j'avais envie de pouvoir transmettre. Et comme j'avais commencé un petit peu à toucher à du témoignage, du coup auprès de jeunes, j'ai rencontré le groupe Ionis, dont font partie Epitech et XP School, et qui m'ont dit, bah voilà, on a cette envie de construire une école de commerce qui forme au métier spécifiquement business autour du jeu vidéo et de l'e-sport, et qui m'ont proposé, bah viens, on le fait ensemble, et l'aventure a commencé comme ça. Et 5 ans après, bah voilà. Ok. Ouais, vous êtes bien rencontrés du coup avec ce groupe Ionis. Est-ce que tu étais joueur avant d'arriver dans cette carrière ou pas du tout? Parce que juste avant, on a reçu donc différentes personnes et qui nous ont expliqué que autant c'est bien d'avoir ces gens qui ont ce côté passion de cette culture du gaming, mais aussi d'avoir des gens qui ont plutôt ce côté business, etc., mais qui justement n'est pas lié forcément à l'e-sport. Est-ce que c'est un peu ton cas ou est-ce que tu étais joueur Alors aussi? ça dépend ce que tu vas appeler joueur. Si tu considères qu'un top gold c'est un joueur, je vais te répondre que j'étais joueur. Non, j'ai jamais été joueur pro. Ça a d'ailleurs été toujours extrêmement frustrant parce que le début de ma carrière, que j'ai commencé en administration de tournoi, en direction de tournoi, etc., notamment dans StarCraft, j'ai eu la chance d'être en 2010, 2011, 2012 dans les parties, dans les lobbies, hein, quand on prend les termes techniques, Mhm. jusqu'au plus grand tournoi de WCS, de BlizzCon européenne, et de pouvoir avoir cette vision de jouer sur StarCraft principalement des parties professionnelles, de voir, d'être dans la vision des joueurs, d'avoir cette vision et cette capacité d'analyse, en tout cas à l'époque, hein, je suis un petit peu rouillé maintenant, mais de ne pas avoir la dextérité des doigts qui suivent, qui est une composante malheureusement inhérente pour être joueur pro. Par contre, Mhm. effectivement, j'ai un peu plus poutré sur Hearthstone, où ça demande un petit peu moins d'APM. Ok. Donc gros joueur StarCraft du coup avant. Gros joueur StarCraft, gros joueur d'Hearthstone. Récemment, je me suis mis un petit peu, quand il y a eu la mode, à Marvel Snap. Ouais. Et comme beaucoup de gens, j'ai un peu plus bifurqué derrière sur des jeux un peu plus triple A. Donc on quitte un petit peu l'e-sport, on va plus sur du jeu vidéo. Un peu classique, hein, les gros blockbusters PlayStation, etc. Ok. Donc du coup, chez eSpace School, donc j'imagine en tant que directeur, c'est beaucoup plus une fonction administrative. Est-ce que tu arrives quand même à garder un lien avec les apprenants, les apprenantes, justement comme tu valorisais ce côté transmission? Est-ce que c'est quelque chose dans ta fonction aujourd'hui que tu arrives toujours à faire quand même ou à Alors, exploiter? j'interviens dans quelques cours sur les campus, notamment à Marseille, vu que je suis basé à Marseille. Là où j'ai gardé un lien qui est très très fort pour moi, c'est que je fais énormément de témoignages dans les collèges et les lycées, où je vais faire des conférences pour parler, le jeu vidéo c'est quoi, comment est-ce qu'on peut aller y travailler, les différents sujets, les bienfaits que ça peut avoir, les éventuelles dérives aussi, parce que comme toute pratique peut y avoir de la dérive, Mhm. et du coup de témoigner auprès de troisième, de seconde, de première, de terminale. Ça c'est important, et je dois le faire 1 à 2 fois par semaine quand on est dans les périodes scolaires de octobre à avril à peu près. D'accord. C'est voilà. Et du coup, dans ces interventions, est-ce que tu parles beaucoup du jeu vidéo, des métiers autour du jeu vidéo? Comment ça se passe ces interventions? Bah, j'essaye de projeter et de un peu casser ce cliché de je suis un geek, je suis dans ma chambre, je sors pas, je vois pas la lumière, etc. Mais d'expliquer qu'il y a des métiers, qu'il y a du travail qui est possible,
d'expliquer aussi une direction qu'on peut vivre de sa passion. Mm. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, parce que quand on témoigne auprès des jeunes étudiants, tu dis apprenants, mais là je vais être sur des collégiens et lycéens, on visualise les générations qui arrivent. Et d'apporter une vision sur des métiers passion et que pour eux, il y a une possibilité d'avenir, il y a un espoir en fait. C'est hyper important pour moi. Ok. Comment c'est reçu au niveau de l'éducation nationale, ce genre d'intervention, etc. Parce que c'est vrai que j'ai une image un petit peu où c'est un secteur où on diabolise justement plus le jeu vidéo qu'on va l'encourager, mais c'est peut-être un cliché que je dois apprendre à démonter. Alors, je vais te faire plaisir. Je pense que oui, il faut qu'on commence à démystifier ce cliché. Je vais te le prendre à deux niveaux. Alors, une casquette qu'on va essayer d'éviter aujourd'hui, mais un peu plus institutionnelle. Au niveau du sommet de l'État, donc des ministères, etc., il y a un vrai engouement pour le sport électronique. Il y a une vraie volonté de pousser le jeu vidéo, notamment vis-à-vis de l'éducation, parce que la France, Cocorico, est plutôt... Enfin, en tout cas, on peut dire que le jeu vidéo est un fleuron de l'industrie française. Et il y a une volonté vraiment qu'on puisse pousser ça. Après, il y a la vision en haut et la réalité terrain qu'on peut avoir dans un établissement scolaire. Et pour le coup, depuis 2-3 ans, il y a une attente qui est hyper importante en fait des chefs d'établissement, des professeurs principaux, parce que confrontés à la génération Fortnite qu'on a connue, hein, et la réalité de la pratique vidéoludique jusque dans le smartphone aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, il y a un besoin d'accompagnement en fait des établissements scolaires qui comprennent en fait maintenant. Ok, on est obligé de composer avec, mais on ne sait pas faire et on a besoin d'aide. Donc il y a une vraie curiosité, une vraie volonté. Et je pense que ça rejoint des divers sujets, notamment la mission locale. Il y a un côté lien avec le jeune, il y a un Mm. côté insertion qui est possible à travers le jeu vidéo. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui a été compris. Mm. On voit que c'est loin arrivé, même chez nous en mission locale. C'est vrai que on a bien sûr des profils joueurs qui commencent à émerger, et puis on le voit, nous, depuis que justement on a créé la Jinx. Donc, petit rappel pour nos auditeurs, nos auditrices, la Jinx, c'est la Gaming Girls de l'insertion. Donc, c'est une initiative unique pour l'instant sur Aix-en-Provence qui vise à mêler un parcours d'insertion professionnelle dans un environnement e-sportif et sport traditionnel. Et c'est vrai qu'on le voit, c'est vrai qu'aujourd'hui le jeu vidéo est une pratique très répandue, ça reste un des produits de consommation et culturel qui doit être le plus consommé, si on intègre dedans le jeu mobile, mais ça c'est un autre sujet. FIFA en France est le bien culturel le plus consommé tous les ans, hein, Mais donc c'est c'est une réalité, mais d'un point de vue économique en tout cas. point de vue économique, c'est sûr que même le jeu vidéo dans sa globalité, il n'y a qu'à voir les dernières sorties de jeux vidéo, c'est impressionnant là, comment un Zelda sur un week-end arrive à performer en termes de vente de boîtes. C'est sûr que sur une licence qui a plus de 30 ans, moi je suis toujours étonné de ça. Mais en tout cas, c'est vrai que le jeu vidéo, c'est quelque chose qui plaît à différents âges de la vie. Moi, je vois, je suis trentenaire, je crois que mes premiers souvenirs d'enfance, aussi loin que je peux me ramener, sont toujours liés à du jeu vidéo, que ce soit en regardant mon grand frère jouer, et puis même moi quand j'ai commencé à jouer. Donc c'est vrai qu'on voit ces profils qui commencent à se dégager. Et ce qui est important dans le jeu vidéo et qu'on ne médiatise pas assez, c'est la compétence que ça peut apporter. Moi, je viens de cette génération sur les plateaux télé, on disait ben, les MMORPG, on appelait ça des meuporgs, parce que c'était inconnu et on savait même pas le prononcer. Et du coup, il y avait une diabolisation du jeu en ligne, etc. Alors que le MMORPG, je pense qu'en termes de compétences et notamment de soft skills, d'apprentissage sociaux, moi je pense que je n'aurais jamais appris l'anglais si je n'avais pas eu les MMORPG dans ma vie. Complètement, et alors je vais te raconter une anecdote, hein, si tu permets. Vas-y. Je pense que c'est toujours bien de parler via du concret. Je vais nous ramener en 2015, donc il y a 8 ans. Mm. J'étais en direction média chez OGaming et on était en train de travailler à la création d'une petite entité qui est devenue aujourd'hui Francisport. Mm. Ce jour-là, on recevait la secrétaire d'État au numérique, Axel Lemaire. Mm. On travaille sur la création. Et j'ai eu un échange avec Axel Lemaire ce jour-là, justement sur les MMORPG. On parlait de World of Warcraft, un jeu qu'elle avait en connaissance. Et cette notion de compétence, de soft skills, comme tu dis, Mm. et comment est-ce qu'on peut reconnaître ces compétences développées dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, un chef de raid, alors je ne suis pas un gros joueur de WoW, moi, donc je vais peut-être te dire des énormités dans les termes, tu Mm. m'excuseras, mais un chef de raid sur WoW, il fait du management direct,
du management indirect, du management interculturel. Il fait de la prise de décision, de la gestion de stress, de la gestion de risque. J'emploie volontairement des termes qui, voilà, Mm, parce qu'à un moment donné, quand il dit go rush noir, c'est mm. peut-être d'une énormité, bah faut y aller. Ou comme sur un League of Legends, ou pour prendre un contexte, voilà, hier soir, je crois qu'il y a eu une petite victory à Paris. À un moment donné, quand on dit go A, Mm, tout le monde va en A. mm. Voilà, et il faut y aller. Et il y a quelqu'un qui le dit, qui fait cette prise de décision, qui le communique aux autres, et les autres doivent suivre. Donc tout ça, ce sont des soft skills développés par le jeu vidéo. Et effectivement, il y a une volonté, une attente de travailler différemment pour reconnaître ces compétences qui se développent à travers ça et qui peuvent, même chez certains, être une des seules manières de le développer. Non, mais c'est sûr, et c'est là où justement ce mot a été très bien inventé, la transférabilité des compétences. Et quand on arrive justement à décloisonner les compétences issues du langage du jeu vidéo à celui du langage professionnel, et quand on fait rencontrer justement des gens qui sont des joueurs à des chefs d'entreprise et qu'ils expliquent leur parcours, tu utilisais justement très bien World of Warcraft, c'est sûr qu'avec un système de guildes quand même qui est très poussé, des raids et même tout un côté perso qui est quand même qui demande énormément d'apprentissage, que ce soit au niveau du lore, en fonction de ce qu'on fait, du rôle qu'on choisit, la classe, la race, etc. C'est vrai que c'est super impressionnant ce que le joueur ou la joueuse peut développer dans ces jeux vidéo. Moi, j'ai reçu une fois une petite anecdote aussi en mission locale. J'ai reçu une jeune sur un premier entretien. Elle m'a dit, bah, clairement, j'ai pas été beaucoup à l'école, j'ai pas d'expérience professionnelle. J'ai passé mes 6 dernières années à jouer à WoW dans ma chambre. Donc je lui ai dit, j'ai enlevé ma casquette mission locale. Mais parle-moi de ce que tu as fait sur World of Warcraft. Parce que je suis sûr que c'est passionnant et je suis sûr qu'on va en apprendre des choses. Et là, sur un, deux entretiens, elle m'a parlé de justement tout ce qu'elle avait monté, qu'elle avait créé sa propre guilde, qu'elle avait fait évoluer, tout ce qu'elle avait fait pour le système d'accueil des nouveaux joueurs, tout ce qui était diriger les raids, etc. D'avoir optimisé la trésorerie, d'avoir écrit des tutos, d'avoir appris l'anglais, d'avoir appris le russe, d'avoir appris tout ça. Et au final, au fur et à mesure, on a fait ce qu'on appelle l'entonnoir. On est parti d'un maximum d'idées pour en filtrer quelques-unes. Et aujourd'hui, bah, elle a repris des études dans le commerce, etc. Pour justement, parce qu'il se retrouvait qu'elle avait déjà toutes les compétences, quoi. Il lui manquait plus un peu de culture et de le rapprocher au terrain pour trouver sa voie professionnelle. Oui, et c'est des points qui sont très intéressants et voilà, il y a des startups qui se créent sur cette détection de soft skills Mm. et l'objectif c'est aussi de les pousser pour qu'elles soient reconnues, qui permet que justement une jeune comme tu décris qu'on rencontre, bah, on puisse faire valoir en fait l'expérience qu'elle a pu acquérir, validation des acquis de l'expérience, pour prendre un jargon très technique, qui permettrait bah, de faire reconnaître en fait ces sujets-là, parce que la réalité c'est que c'est une expérience qui est riche et qui est importante. Totalement. Et je pense que justement, le jeu vidéo vient répondre à plein de problématiques qu'on peut rencontrer ça dépend à quel âge on joue, mais je pense beaucoup à l'adolescence où c'est l'âge où on commence à être un petit peu plus autonome dans les jeux vidéo et dans plein de choses et à évoluer. Et ça vient répondre aussi à quand même à répondre à pas mal de problèmes, etc. Et c'est vrai que le jeu vidéo est maintenant utilisé un petit peu partout. On a eu donc du coup Alexandre Festeris de Clanic sur le plateau juste avant. Et c'est vrai que même lui nous parlait bah, justement du recrutement via la gamification, de plein de choses, d'utiliser le jeu vidéo directement dans le recrutement. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant comme révélateur aussi, je trouve, de personnalité. Alors moi, je le connais plus avec le jeu de plateau, qui je trouve est un bon révélateur justement. Bah, pour comprendre qui est la personne, suffit de la faire jouer. Oui, complètement, mais après, c'est des cycles aussi qui se répètent, hein. Le jeu vidéo, on est sur un art, alors qui n'est pas encore reconnu officiellement comme art, culture, etc. C'est des travaux en cours, mais, on répète une boucle. Ce que le jeu, à travers le jeu d'acteur à une époque, à travers le jeu sur plateau, comme tu dis, permettait de révéler de la personnalité. Aujourd'hui, il faut suivre les tendances et la réalité des publics auxquels on s'adresse. Et si c'est une manière pour un jeune de pouvoir se révéler, il faut savoir en fait s'en servir. Est-ce que c'est quelque chose qu'au niveau des Space School, j'imagine dans tout le travail que tu fais justement avec l'école, peut-être avec les professeurs, ça fait partie, j'imagine, des sujets que vous abordez aussi beaucoup, justement de ce que peut apporter le jeu vidéo, et notamment bah, dans les futurs métiers, du coup, de quand on veut travailler autour du jeu vidéo.
J'imagine que c'est quelque chose qui est mis en avant, ce courant d'idées, ou pas du tout? Alors ça fait partie des sujets qu'on veut pousser encore plus pour mettre en avant, qui est donc évidemment à un moment donné il y a de la mise en situation de jeux vidéo qu'on fait dans l'école, mais c'est un souhait que j'ai particulièrement sur XP Marseille en fait, Mm. de faire de la recherche en fait sur justement ces soft skills pour les valoriser comme compétences en fait, et que ce soit vraiment on tourne de la pédagogie autour de ça. Donc oui, ça fait partie des choses où et où on a la chance d'être accompagné, y compris par les pouvoirs publics, pour pouvoir regarder ces sujets-là. Mm. C'est très important pour nous. Ok. Tu penses justement qu'avec des associations comme Francisport, etc., ça aide au niveau de faire le lien entre du coup les structures, que ce soit de formation, les équipes, etc., et l'État pour faire justement évoluer ces questions-là? Je pense que l'État a un besoin d'avoir un interlocuteur du coup identifié, c'est indispensable, qui structure l'écosystème. Mm. Après, il y a deux niveaux où on structure l'écosystème. Il y a de la structuration territoriale, de la structuration locale. Francisport, d'ailleurs, fait très très bien cette partie-là. On est en train de déployer les régions. La PACA est déployée, d'ailleurs, de mémoire. Mm. Et c'est important, en fait, de pouvoir rassembler, fédérer. Parce que le jeu vidéo et l'e-sport, comme tu le dis, la Gaming House de l'insertion à Aix, c'est du territoire. Mm. Le jeu qui va ramener le jeune ou le moins jeune, d'ailleurs, hein, je pense à des associations, pardon, des associations comme Silver Geek, voilà, c'est du quotidien de la vie de terrain. Donc ça, c'est hyper important d'avoir un acteur qui fédère ça. Après, il y a un autre sujet qui pour moi doit être travaillé et poussé, où moi j'interviens de manière plus individuelle auprès de certains acteurs, certains membres du gouvernement, Mm. qui est d'accompagner sur de l'écriture de loi, d'accompagner sur comment est-ce qu'on va se structurer dans le pays, de manière à faire grossir le secteur pour la suite, indépendamment de la réalité terrain, en tenant compte hein, évidemment de ce qui se fait, Mm. mais c'est quoi le cadre dont on a besoin pour aller plus loin. Je vais te prendre un exemple très concret. Là, je suis sur une problématique de cash prize. Bon, Ok. problématique de cash prize, du coup, auquel n'importe quel acteur peut être confronté, de la petite LAN qui fait gagner 50 balles à ce qui s'est passé hier à Bercy, Mm. hier soir. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais relire la loi. Après tout, c'est une loi, je faisais lien avec Axel Lemaire, c'est une des deux lois qui a été écrite en 2015. La loi en France stipule que quand tu es organisateur d'événements e-sportifs, tu n'as pas le droit de faire de profit. Mm. C'était valable, je pense, quand on l'a écrit en 2015. Aujourd'hui, en 2023, est-ce que pour un acteur qui a envie de devenir un organisateur de tournois e-sport, ne pas avoir de but pour faire de profit en tant qu'entreprise, on a un sujet. Mm. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être faire évoluer le cadre législatif, tu vois. Mm. Et ça, je pense que c'est deux acteurs différents qui doivent faire travailler ces sujets-là. Bien sûr, ouais. Oui, bah oui, c'est vrai que le e-sport, on le voit à son lot de problématiques, et notamment bah, dans la pérennisation des structures, entre celles qui sont toujours sous forme associative et historique, je pense notamment bah, à PCS, pour parler d'une équipe du Sud et qui est historique, à des équipes qui ont des structures, des supports d'entreprise qui sont déjà un peu plus élevés, comme Clanic ou même nous, notre partenaire Easy Dream. C'est vrai qu'il y a quand même une grosse disparité entre les structures. On voit les problèmes de financement. Ça a fait l'actu la semaine dernière, la fin du partenariat entre LDLC et OL, mine de rien, qui reste une équipe qui fait quand même deux résultats, qui a des belles performances, qui a un centre de formation qui est magnifique. Stéphane Eutin a géré super ça, enfin géré ça très bien du coup. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'incompréhension de voir que ça saute juste à côté, à cause de financement, quoi, malheureusement. Ça fait partie des sujets du modèle économique qui doit vraiment encore être affiné et trouvé sur le secteur de l'e-sport. Aujourd'hui, on reste sur l'e-sport à date, à un moment donné, quand on veut structurer, il y a une logique de ce qu'on appelle de reconnaissance de chiffre d'affaires. Donc c'est comment on gagne de l'argent. Pareil, vulgairement, comment on gagne du pognon. Voilà, à un Mm. moment donné, il faut le dire. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Ce qu'on est en train de faire sur Twitch. Alors, ça peut être sur d'autres plateformes, hein, il y en a plein qui apparaissent en ce moment, mais on fait du streaming, on gagne de l'argent avec la Google Money, l'Amazon Money, etc. Ça, c'est une manière de gagner de l'argent. Deuxième logique, ça va être ce qu'on appelle le ticketing. Aujourd'hui, en France, on n'est pas développé au stade où ce qu'avait été la volonté il y a quelques années avec l'Overwatch League, d'avoir les matchs aller, retour des arénas, etc. On y tend, mais on n'y est pas encore. Et après, il va y avoir toutes les notions merchandising, etc. La réalité, c'est qu'à un moment donné, pour pouvoir se construire sur le modèle d'un club sportif, Mm. un club e-sportif, sur le même modèle d'un club sportif, il y a un support qui est une donnée qu'on ne peut pas éluder, qui est le jeu. Mm. Voilà, le jeu. Et on voit depuis des années
des cycles où on voit des jeux apparaître, donc à mon époque StarCraft, puis moi j'ai vu la naissance de League of Legends, puis il y a eu d'autres jeux qui sont apparus derrière, voilà, il y a eu Counter-Strike Source qui revient, puis les Battle Royale, Fortnite, etc. Aujourd'hui, en 2023, quand on parle, et c'est un sujet d'ailleurs, tu me dis, est-ce que j'interviens en cours, c'est un sujet que je donne tous les ans en fait à mes étudiants, qui est le tueur de Fortnite? Quel est le nouveau jeu ou le nouveau genre qui va arriver dans l'écosystème de streaming et qui va faire que la machine, qui génère de la valeur ajoutée, qui génère que le gâteau grossit, si je le dis vulgairement, quel est le nouveau jeu qui va faire que d'un coup, au lieu de faire, je sais pas, 1 million de vues en streaming, on va passer à 2 millions en fait, voilà. Et ça, ce jeu-là, en ce moment, se fait attendre. Donc du coup, il y a une notion, les jeux vieillissent, voilà, les modes changent, les consommations changent, et donc ça ne veut pas dire que l'e-sport descend, ça veut dire que l'e-sport croît moins rapidement que ce qu'il avait été annoncé. Donc du coup, il y a des interrogations de financement. Oui, et puis des périodes. C'est vrai que le e-sport a eu un bel rayonnement là pendant le Covid, parce que du coup, il y avait plus grand-chose comme animation aussi dans le monde à ce moment-là. Post-Covid, on voit que c'est un petit peu plus difficile, même si je trouve qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'événements physiques qu'à l'heure actuelle. Et puis, je trouve en dehors de Paris, pour une fois, mine de rien, c'est vrai que nous, on est dans le sud et on est plutôt gâtés sur les 3 prochains gros événements qui vont arriver. Mais du coup, c'est vrai que mine de rien, on voit qu'il y a une demande, il y a un public qui est quand même qui répond présent quand des événements physiques sont proposés, etc. C'est vrai qu'il y a un peu d'incompréhension pourquoi les structures n'arrivent pas du coup Alors, à en vivre réellement, enfin, je de vais, profiter. je vais nuancer en fait ce que tu dis hein, sur un petit point. Ce qui a explosé pendant le confinement, pendant les confinements, c'est le streaming. Mm. C'est-à-dire qu'on a vu une accélération de la consommation de streaming. Je vais donner les datas. Les audiences ont augmenté de 80%. Mm. La particularité, c'est quand on a déconfiné, elles n'ont pas baissé. Donc en fait, ça a eu une accélération des transformations des mœurs dans la société. En revanche, quelque chose qui a été complètement à l'arrêt pour tout le monde, c'est l'événementiel. Que ce soit les concerts, que ce soit les matchs de foot à l'époque, ou les événements e-sport. Là, on voit les événements e-sport qui repartent, Mm. mais on voit les gros événements repartir. Mm. Parce que même quand tu parles des événements qu'on a eu, qu'on a eu d'ailleurs l'année dernière hein, dans la région sud et qu'on va à nouveau avoir cette année, Mm. c'est pas non plus des tout petits événements. Non, c'est sûr. Voilà. En revanche, ce qui a plus de mal à démarrer, on en revenait sur ce qu'on échangeait et sur la vie quotidienne, c'est tout ce qui va être les LAN, Ah le oui. tissu local. Qu'est-ce qui va se passer dans la salle des fêtes? Qu'est-ce qui va se passer? On est sur une belle région. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose aux plages du Prado cet été? On est à Mm. Marseille, là, quand on parle. Est-ce qu'il y a un événement e-sport sur les plages? Mm. Ou pas? En fait, est-ce que cette vie quotidienne, en fait, cette économie, elle redémarre? Et cette économie du quotidien, elle a du mal à redémarrer qui va faire vivre tout un petit écosystème local. Moi, j'ai souvenir d'une petite ville où il y avait une LAN il y a 10 ans, je ne saurais plus te dire où, mais c'était une PXL, tu vois, la petite LAN, voilà. Et moi, je tournais sur StarCraft et tout avec les gars. Et en fait, tu débarques, et donc tu es dans l'Ibis du coin, et tu as le kebab du coin, et en fait, le gars, il t'explique de l'hôtel et du kebab qu'en 2 jours, ils font 1 mois de chiffre d'affaires. Juste parce que tu as l'événement e-sport en fait. C'est Voilà. ça, ouais. Et en fait, cette partie-là sur le territoire, elle a du mal à redémarrer. Voilà. Et c'est ça qu'il faut, à la fois avec les acteurs locaux et un peu plus haut, qu'on pousse à redémarrer. Ouais, oui, c'était ce qui me manque par rapport au sport classique où on a le petit club amateur de foot, de basket, etc., qui a son association, mais qui arrive quand même à avoir un local, d'avoir moyen de s'entraîner. C'est ce qui va manquer peut-être au niveau des équipements pour l'e-sport. C'est que même pour organiser une LAN, bah, ça devient compliqué. La plupart des cybercafés ont fermé. Les bars, c'est pas toujours de bonnes conditions d'accueil ou adaptés En pour tout cas, tu ça. peux le faire chez XP School, hein, parce qu'il y a des salles informatiques et des plateaux de streaming sur tous les campus. Donc, C'est pas faux. je passe un appel, hein, vraiment. C'est de la manière qu'on vous accueille aujourd'hui, c'est partout en France. Hein, il y a 8 campus en France. C'est une volonté de pouvoir accueillir et de dynamiser le territoire. Et moi, je sais qu'il y a des beaux projets avec la mission locale, en tout cas locale, que moi j'ai envie de pousser au-delà d'Aix-en-Provence, en tout cas. Ça pourrait être chouette. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a plein de choses à faire. C'est vrai que aussi bien pour la pratique amateur, en voie de professionnalisation, etc. C'est vrai que mine de rien, c'est très actuel. Ça a besoin d'encadrement, de structuration, et il faut que ça évolue à tous les niveaux. Moi, je serais super content parce que j'ai ce côté passion du jeu vidéo et même du sport compétitif, de l'e-sport compétitif, et j'aimerais tellement que ce soit plus accessible. J'aurais voulu connaître ça quand j'avais. Ouais, il faut y travailler. Alors, c'est à ça, nous, qu'on fait aussi chez XP, c'est qu'on forme les professionnels qui vont permettre de démocratiser, de construire justement ces économies de terrain de demain et en même temps les économies un peu plus macro, hein, parce que voilà, on peut rejoindre des grosses structures. Il y a des changements qui doivent se faire. On en parlait sur le terrain, comme
porter un vœu pieux, aujourd'hui, d'un lapsus de langage, on dit le jeu vidéo est une culture. D'accord. J'ai même en tête, il y a 2-3 jours, il y a eu un tweet du président de la République où on voit, il citait des acteurs culturels et dedans, il y a des jeux vidéo français. Mm. Voilà. Par contre, est-ce que légalement, le jeu vidéo est une culture? Eh ben non. Et donc, qu'est-ce que ça fait sur la vie quotidienne? Ça veut dire que les budgets de la culture, qui sont des budgets importants, ne peuvent pas être déployés par les collectivités. Ils sont uniquement sur les budgets de loisirs. Ce qui fait que demain, tu vas voir un salon du livre, par exemple, dans une ville, ils ne peuvent pas, sur ces budgets-là, faire un bout de salon du livre, un bout de salon de jeux vidéo. Ça ne rentre pas. La case n'existe pas. Et ça, c'est une case en tout cas, qu'on travaille pour faire créer. Eh ben, j'espère que ça arrivera. Écoute, je sais pas quand, mais tant que voilà, je n'aurai pas mes 64 ans, j'y œuvrerai, tu vois. Ok, super. Bon, ben, merci beaucoup, Sébastien. Avant juste que tu nous quittes, est-ce que tu aurais un petit mot du coup pour du coup, le public qui peut nous regarder, qui aurait envie de s'aventurer dans ces métiers de l'e-sport? Est-ce que ce soit joueur, que ce soit les professions associées, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner, quelque chose qui pourrait les motiver dans cette voie-là? Bah, la première des choses, c'est se renseigner. Donc, aller voir sa mission locale, c'est une bonne chose. Venir nous voir, ça peut être sympa aussi chez XP. L'objectif est de comprendre dans quoi on met les pieds, de comprendre comment est-ce qu'on peut avancer. Et nous, en tout cas, ce qu'on fait, et je pense que tu es pareil côté mission locale, c'est qu'on considère le jeu vidéo et la formation, en tout cas, qu'on fait chez nous, une formation pour sa passion ou slash et par sa passion. C'est-à-dire on peut apprendre pour aller travailler sur le secteur, ou on peut aussi apprendre par le secteur, parce qu'à un moment donné, et on l'a bien évoqué sur les soft skills par exemple, bah, c'est plus simple en fait d'apprendre par le jeu vidéo. Je sais pas, je vais te prendre un exemple, tu fais une étude de cas marketing, c'est plus sympa de la faire sur League of Legends et Riot que sur La Poste ou je ne sais quoi. Désolé s'il y a des postiers qui nous regardent. Voilà. Donc ça, c'est se renseigner, regarder ce qui est possible, voir, et comme je le dis à chaque fois et je finis là-dessus, choisir c'est renoncer. Donc si vous choisissez d'aller là-dedans, à quoi vous renoncez aussi à côté, c'est important. D'accord. Ben, merci beaucoup. Et ben, nous, on va clôturer du coup donc cette interview. Et du coup, ben, à la prochaine, du coup, où on va du coup essayer de rencontrer un petit peu les étudiants d'Epitech et d'XP School.